histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on continue avec Monsieur Night Shyamalan, avec le film qui est lié à Split, le premier du nom qui est sorti en 2000 avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. C'est Incassable. Allez, on y va. Alors, Incassable ou l'Indestructible au Québec, ou Unbreakable en titre original, est un film américain, un thriller réalisé par Night Shyamalan, sorti en 2000. David Dunn, Bruce Willis, est un banal gardien de sécurité de Philadelphie. Il est le seul survivant d'une catastrophe ferroviaire. À la grande surprise des autorités et des médias, l'homme s'en sort indemne, sans la moindre blessure ou traumatisme. Troublé par cet événement, Dunn entre dans une crise d'identité. Qui est-il ? Pourquoi a-t-il survécu ? C'est en quête de réponse qu'il rencontre Elijah Price, joué par Samuel L. Jackson, un handicapé misanthrope frappé de la maladie d'Osver. Donc une ostéoporose avancée en fait. Pour parler en tant que terme scientifique. Voilà, donc on retrouve, j'avais envie de commencer par Split parce que j'avais vu Split récemment. Mais après avoir vu Glass, dont je ferai le podcast sûrement demain, il fallait qu'on parle d'Incassable. C'était très important pour pouvoir aborder cette trilogie. Il fallait parler du premier film. Donc à sa naissance, en 1961, Elijah Price, Samuel L. Jackson, a les bras et les jambes fracturés. Il souffre en effet d'ostéogenèse imparfaite, de type 1, devenant misanthrope en grandissant et en accumulant les fractures. Il se réfugie dans les comics de super-héros que lui offre sa mère. En 2001, David Dunn est un homme ordinaire, agent de sécurité à Philadelphie. Il survit miraculeusement à une catastrophe ferroviaire en rentrant de New York. Intrigué par le médecin qui lui révèle qu'il est le seul survivant et qu'il est totalement indemne, Dunn est peu après contacté par Price, devenu conservateur dans une galerie d'art inspirée des comics. En apprenant le sort de David, Elijah a souhaité le rencontrer pour lui expliquer l'intuition qui lui est venue au fur et à mesure qu'il se plongeait dans l'univers des comics. S'il existe des personnes comme lui affligées de graves faiblesses physiques, d'autres devraient avoir des capacités au-dessus de la moyenne. Aussi, Price lui pose-t-il une question. David était déjà malade. Le prenant dans un premier temps pour un fou, Dunn constate qu'il n'a jamais pris de jour de congé maladie. Lorsqu'il pose la question à sa femme, celle-ci est incapable de lui répondre. Peu après, Elijah Price va voir David Dunn sur son lieu de travail.
Il est agent de sécurité au stade universitaire. Il remarque en bousculant des personnes, ce dernier a parfois des flashs qui lui indiquent si ces personnes sont dangereuses. Don pense lui aussi ainsi voir un revolver sous la veste d'un homme qu'il parvient à faire fuir. Price suit l'homme dans une station de métro, tombe dans l'escalier, ce qui lui vaut de nombreuses fractures, et aperçoit l'arme à sa ceinture, telle que David l'a décrite. Par curiosité, David teste sa force physique et soulève des haltères sous les yeux de son fils Joseph, qui charge de plus en plus les poids. Quelque temps après, David est appelé à l'école de son fils, qui s'est battu afin de vérifier s'il était aussi fort que son père. L'infirmière âgée le reconnaît. Enfant, David a failli se noyer dans une piscine et mourir. Un soir, Joseph pense à tirer sur son père pour lui prouver son invulnérabilité, mais David parvient à le dissuader. En rééducation à la suite de ses multiples fractures, Price est placé dans le service d'Audrey, la femme de David. Il en profite pour l'interroger sur l'accident de voiture qui aurait coûté la carrière de footballeur de David dans sa jeunesse. Peu après, David revoit Price et lui dit qu'ayant failli se noyer, il est finalement un homme comme les autres. Il lui demande par conséquent de ne plus s'approcher de sa famille. David et Audrey discutent de leur vie et de leur couple qui connaît des difficultés. Les choses auraient été-elles différentes entre eux si, après leur accident de voiture, David avait pu continuer sa carrière sportive. Quelque temps après, un message sur répondeur inquiète David. Elijah n'a pas renoncé. Au contraire, il dit avoir réalisé que tout super-héros a malgré tout une faiblesse et que celle de David est une aquaphobie qui le rend le plus susceptible de se noyer. David rappelle Elijah et finit par reconnaître la vérité. Il n'a pas été blessé lors de l'accident de voiture. Elijah l'invite alors à utiliser ses sens pour trouver un ennemi dans un lieu bondé. Après quelques flashs, David décide de suivre un agent d'entretien qui torture une famille emprisonnée dans sa propre maison. Il libère le garçon et la fille attachés dans la salle de bain avant d'être poussés dans la piscine par le tortionnaire. Une fois sorti de l'eau par les deux enfants, qui lui ont tendu une perche, David retourne dans la maison et tue le criminel. Le lendemain, David montre discrètement l'article du journal racontant les faits à son fils admiratif. Les deux enfants sauvés n'ont retenu de lui qu'une silhouette sous un gant imperméable. David retrouve Elijah lors d'une exposition dans sa salle de vente. Satisfait, ce dernier invite le héros à lui serrer la main. Par des flashs, David découvre alors horrifié qu'Elijah a provoqué des catastrophes dans le seul but de trouver David et de confirmer sa théorie au prix de centaines de morts. Elijah lui confie aussi que tout super-héros doit avoir sa némésis qui lui est opposée en tout point, rôle que semble assumer Elijah. Un dernier panneau de texte révèle que David a dénoncé Elijah, qui a fini interné dans un établissement psychiatrique. Chose qu'on voit dans Glace. Voilà pour le résumé du film. Donc ça parle de comics, et sur le monde des comics, une réflexion sur les points communs entre la vie réelle et les comics et ce que retrouve la jeunesse dans les comics pour pouvoir justement être dans leur vie active, présent. Et donc cette réflexion, c'est Night Shyamalan qui l'a eue. On le retrouve à la réalisation et au scénario. À la musique, on retrouve James Newton Howard, un habitué, je pense, de Monsieur Shyamalan.
À la photographie, c'est Eduardo Serra. Le budget est confortable puisqu'il est de plus de 75 millions de dollars. Il est tourné aux États-Unis, en anglais, en couleur Technicolor 35 mm, 2/39e, Cinémascope Panavision, son Dolby Digital EX, SDDS, DTS-ES. C'est un thriller fantastique, drame, science-fiction, un film de super-héros, avant l'heure, puisqu'on est en 2000. Il dure 106 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 22 novembre 2000 et en France le 27 décembre 2000. Film déconseillé au moins de 13 ans aux États-Unis et tout public en France. Bruce Willis y joue David Dunn, Samuel L. Jackson, Elijah Price, Robin Wright y joue Audrey Dunn, Spencer Treat Clark, Joseph Dunn, Charlotte Woodward, la mère d'Elijah, et Iman Walker, le docteur Mathison. On a, comme d'habitude dans les films de Shyamalan, un caméo de Mr. Shyamalan, qui joue ici Jay, le dealer au stade. Monsieur Night Shyamalan développe son scénario sur la structure en 3 actes, typique des comics, la naissance du super-héros, sa lutte contre les méchants, et enfin la bataille ultime contre son arch-ennemi. Trouvant que la partie de la naissance du héros est plus intéressante, il décide d'écrire Unbreakable comme une origin story. Durant le tournage de Sixième Sens, il propose le rôle principal à Bruce Willis. Shyamalan commence à écrire un script spéculatif, scénario non commandé par un studio, durant la post-production de Sixième Sens. À la suite du succès de Sixième Sens, Walt Disney Motion Pictures Group décide d'acheter le script spéculatif pour la somme record de 5 millions de dollars. Disney décide de produire le film sous la bannière Touchstone Pictures et aide le réalisateur à fonder sa propre société, Blinding Edge Pictures, qui réalisera et produira les 2 autres suites. Désolé, on a un peu de mauvais temps et ça va s'entendre. Bruce Willis est à nouveau dirigé par Monsieur Night Shyamalan, peu de temps après Sixième Sens. Julianne Moore a été sollicitée pour interpréter Audrey Dunn. Elle a préféré incarner Clarice Starling dans Hannibal de Ridley Scott. Tout comme le faisait Alfred Hitchcock, Monsieur Night Shyamalan apparaît dans le film en tant que trafiquant de drogue dans le stade où travaille David Dunn. L'actrice Marsha Dietlin a été engagée pour le rôle de Claire, mais ces scènes ont été coupées au montage. Le tournage a eu lieu du 25 avril 2000 à juillet 2000, principalement à Philadelphie, dans l'université de Pennsylvanie, à Manayuk, etc. Le film obtient des critiques plutôt positives. Sur Rotten Tomatoes, 68%, pour 161 critiques, avec une note de 6.2 sur 10. Metacritic, une note de 62% pour 31 critiques. Le public de CinemaScore a donné une moyenne de C, sur une échelle de A plus à F, donc c'est assez moyen. La critique Roger Ebert, qui lui a attribué 3 étoiles sur 4, a largement apprécié le film, mais a été déçu de la fin. Ebert croyait que le jeu subtil de Willis était positivement différent du travail habituel de l'acteur dans les films d'action sans cervelle. Richard Corliss de Time a estimé qu'Incassable a continué l'approche précédente de Shyamalan, d'équilibrer la sophistication et l'horreur dans tous ses films. Desson Thompson du Washington Post a écrit que, tout comme il l'a fait dans Sixième Sens, le scénariste-réalisateur M. Night Shyamalan
vous entraîne dans un labyrinthe fascinant qui se cache juste sous notre nez. Dans ce cas, c'est un monde mythologique et en ces temps modernes, le dessin secret de ce labyrinthe, la clé du chemin, est contenu dans les bandes dessinées. Kenneth Turan, écrivant dans le Los Angeles Times, a donné une critique négative, arguant qu'Incassable n'avait aucune originalité. Que cela signifie ou non, l'ombre du sixième sens plane sur Incassable, a expliqué Turan, ajoutant que si Sixième Sens n'avait pas été un si grand succès qu'elle l'était, cette histoire aurait pu être affectée à l'oubli ou du moins à la réécrire. Todd McCarthy de Variety a principalement critiqué l'écriture de Shyamalan et les performances données par les acteurs. Il a fait l'éloge du montage de Dylan Tichenor et de la composition musicale de James Newton Howard. Shyamalan a admis qu'il était déçu par la réaction reçue du film par le public et ses critiques. De plus, le réalisateur détestait également la campagne marketing de Touchstone Pictures, qui insistait pour le présenter comme un thriller psychologique similaire à Sixième Sens, alors que Shyamalan voulait le promouvoir comme un film de comic book. En 2009, le cinéaste Quentin Tarantino a salué Incassable et l'a inclus dans sa liste des 20 meilleurs films sortis depuis 1992, année où il est devenu réalisateur. Tarantino a salué le film comme une brillante reprise de la mythologie de Superman et a dit qu'il contient ce qu'il considère comme la meilleure performance de Bruce Willis. Il a également critiqué la façon dont le film a été commercialisé à sa sortie, déclarant qu'il aurait estimé qu'il aurait été beaucoup plus efficace si la publicité du film posait simplement la question « Et si Superman était ici sur Terre et ne savait pas qu'il était Superman, qu'est-ce qui se passerait ?» En 2011, le Time a classé le film au 4e rang de sa liste des 10 meilleurs films de super-héros de tous les temps, le décrivant comme une des meilleures histoires d'origine de super-héros et comme un regard relativement calme et subtil et réaliste sur les pressions qui accompagnent le fait d'être un super-héros. En 2018, le Hollywood Reporter l'a qualifié de déconstruction du complexe américain de super-héros méchants qui est plus prémonitoire que jamais. En France, le film obtient une note moyenne de 3,4 sur 5 pour 18 titres de presse compilés sur Allociné. Alain Grasset du Parisien décrit Incassable comme un film captivant et qui a le mérite de ne pas avoir recours à des scènes d'action toutes les 5 minutes. Dans Les Inrocks, Frédéric Bonneau écrit quant à lui « Shyamalan est doué dans la rare capacité à transformer ses obsessions très personnelles en des spectacles majoritaires, ce qui constitue la définition même du grand cinéaste hollywoodien à l'ancienne. » Christian Joberti du magazine Première décrit le cinéaste comme un conteur hors pair, un auteur en prise directe avec la culture populaire et une bête de cinéma soucieuse de séduire autant l'esprit que l'œil. Certains journalistes français cependant sont moins élogieux. Dans Repérage, Teddy Roudot écrit « Filmer une matière naturaliste, une histoire fantastique, aurait pu être intéressant si une ambiguïté subsistait. Manque de peau, cela n'intéresse pas Shyamalan, qui va vraiment finir par nous faire détester Philadelphie, sa ville à lui dans laquelle il filme ses films à lui. » Jean-Claude Loiseau de Télérama regrette quant à lui qu'il manque un ingrédient essentiel, l'humour, et ajoute que Shyamalan prend terriblement au sérieux son histoire, se donne un mal fou pour créer l'illusion de la profondeur, avec des élucubrations d'une solennelle platitude. Sur le site chronicart.com, Grégoire Benabin est tout aussi catégorique. La déception est totale. Sujet bizarre, scénario fumeux, réalisation prétentieuse. M. Night Shyamalan
S'il sait faire de la mise en scène, devrait peut-être se contenter de faire de bons films et de cesser de jouer les cinéastes. Incassable est sorti aux États-Unis le 22 novembre 2000 dans 2708 salles et a rapporté 30,3 millions de dollars lors de son premier week-end, se classant deuxième au box-office. Le film a finalement rapporté 95 millions de dollars aux États-Unis et 153 à l'international, pour un total de 248, pour un budget de 75 millions, ce qui est relativement un succès. Mais il est modeste en comparaison à Sixième Sens, 676 millions de recettes mondiales, dont 293 aux États-Unis en fin d'exploitation, avec un budget de 40 millions. En France, le film occupe la première place du box-office durant les 3 premières semaines d'exploitation, où il cumule 2 700 000 entrées, dont 1 357 000 lors de sa première semaine. Il a eu quelques nominations et des récompenses. Encore une fois, prix de la meilleure bande-annonce. Night Shyamalan, il est doué pour les bandes-annonces. Monsieur Night Shyamalan a recours à plusieurs fois à la technique du plan séquence, notamment lors de discussions entre David et Elijah. Les initiales de David Dunn sont identiques, DD, comme la plupart des héros de Marvel. Matt Murdock pour Daredevil, Peter Parker pour Spider-Man, Bruce Banner pour Hulk, Red Richards pour Mr. Fantastic, Sue Storm pour la Femme Invisible, Scott Summer pour Cyclope, ou Warren Worthington pour Angel. Stan Lee nommait ses héros ainsi en tant que moyen mnémotechnique. La thématique des super-humains est très appuyée durant le film avec la notion de l'opposition entre bon et mauvais. Cet antagonisme extrême est très sensoriel et explicite, c'est-à-dire visuel et auditif. Le blanc et le noir, le chauve et le chevelu, les vêtements amples contre les vêtements moulants. De même, de nombreux plans renforcent cette idée, tel David portant sa femme Audrey lorsqu'il monte l'escalier, le plan donnant l'impression que le couple vole, ou encore le plan où David sort de la piscine et se relève devant 2 enfants, le plan ne laissant entrevoir que le bas de ses jambes et le bas de son imperméable, flottant tel une cape. Cette opposition dans la thématique des super-humains est également sociale et cérébrale. David Dunn parle peu et est réservé, c'est monsieur tout le monde, il ne se préoccupe que du bien-être de sa famille, il n'est pas vu avec au moins un de ses parents, son phrasé est simple et clair, il est scrupuleux, raisonnable, modeste, sans prétention, et enfin David veille déjà sur les autres par son métier. Elijah Price est très bavard et affiche sa supériorité sociale, érudition et richesse financière. Il est très attaché à sa mère qui veille sur lui et il n'a pas de famille et est autocentré, pas égocentrique mais autocentré. Son phrasé est rapide et complexe, il est sans scrupules, sa détermination poussée à l'extrême l'aveugle, elle est pathologique, comme celle de Lex Luthor. Et enfin, Elijah est rustre dans son rapport aux autres. Le scénariste et réalisateur est bien dans le mythe du super-héros qui rencontre un jour son super-vilain, souvent à l'initiative et par la curiosité de ce dernier. M. Night Shyamalan adhère à la théorie de l'humain évolué, mais qui l'ignore ou qui ne révèle rien de peur de lui-même et de ses congénères. L'idée de trouver un adversaire à sa taille, de le mépris d'Elijah pour les autres, et le grand respect qu'il a pour David Dunn. D'ailleurs, il ne cesse de lui courir après, et David Dunn accepte sans doute ses invitations pour se sentir moins seul. C'est la seule personne qui semble ouverte à ce qu'il est. Le récit de son ancienne directrice ou institutrice, lorsqu'elle le revoit, concernant son fils Joseph Dunn, est révélateur. Il y a aussi l'idée de la solitude lorsqu'on sort du commun par une différence extraordinaire,
les eaux de verre et la force hors norme. Et aussi, on peut penser que cela aborde le manque de compassion dont nous faisons preuve, ainsi que le rejet de la différence qui marginalise l'autre, pourtant aussi humain que nous. Les liens avec la suite. Le film Split, en 2016, du même réalisateur, se termine par l'apparition de Bruce Willis, on l'a dit, qui reprend son personnage de David Dunn. Night Shyamalan a dû demander l'autorisation, comme on l'a dit, à Walt Disney qui détient les droits d'Incassable. Shyamalan exprime alors son envie de réaliser un troisième film dans cet univers narratif commun. Le réalisateur espère pouvoir monter ce projet et avoue qu'avoir commencé à écrire. Il explique par ailleurs la scène finale de Split, qui fait le lien avec Incassable, où David Dunn comprend enfin qu'il y a vraiment des gens avec des super pouvoirs, comme lui avait révélé Elijah Price dans Incassable. Disney, société productrice d'Incassable, via sa filiale Touchstone Pictures, devrait collaborer avec Universal sur ce film. Le 26 avril 2017, Shyamalan annonce que le prochain film sera à la fois une suite de Incassable et de Split, plutôt que de faire deux films différents titrés Incassable 2 et Split 2, il n'en fera qu'un seul réunissant tous les personnages. Le titre officiel annoncé est Glass. Après un accord avec Disney, qui détient les droits des personnages de David Dunn et Elijah Price, Universal distribue le film et annonce sa date de sortie le 18 janvier 2019. Le film est produit par Shyamalan, Jason Bourne, Bloom, Ashwin Rajan, Mark Bienstock et Steven Schneider. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces et des commentaires, des likes. Comme vous voulez, c'est selon la plateforme. Je vous dis merci, à bientôt pour un nouvel épisode. Supportez-moi sur mes différentes plateformes comme Tipeee, Ulule ou Patreon. Il y a tout dans les commentaires. Je vous dis à très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,